Ella Brox rentrait chez elle après le travail un mardi soir tranquille. Une main légère sur le volant, l'autre tenant son téléphone en mode haut-parleur. « Salut, maman. Tu as besoin de quelque chose au magasin ?» demanda-t-elle en passant dans la voie lente. Marie répondit après 2 sonneries. « Bonjour, ma chérie. Non, on n'a besoin de rien. Je vais raccrocher maintenant. » Un silence pesant. L'appel ne se coupa pas. Ella fronça les sourcils. Pas de réponse de sa mère. Puis la voix de Marie revint, plus claire, s'adressant à quelqu'un d'autre. « Vivre avec elle, c'est affreux, bête. Mais on reste juste pour son argent. » Un rire cruel et bref lui répondit. Le rire de Bette. Les mains d'Ella tremblèrent. La voiture dévia, un klaxon retentit, et elle revint brusquement dans sa voie, le cœur battant. Elle se rangea sur le bas-côté, activa ses feux de détresse et continua d'écouter. « Elle travaille comme un cheval, rentre et dort », dit Marie d'un ton léger, comme si elle parlait de la météo. Tellement ennuyeuse. Mais l'argent qu'elle nous donne, c'est fantastique. La voix de Bette s'immisça, vive et excitée. « Maman, tu sais qu'Ella a reçu une prime de 30 000 $ la semaine dernière. Elle a laissé le chèque dans son tiroir. » Un silence. « Marie, tu peux le prendre. » Bette gloussa. « Je peux essayer. Elle me fait totalement confiance. Elle ne suspecte jamais rien. » Ella pressa le téléphone si fort contre son oreille que ça lui fit mal. 3 ans plus tôt, après la mort de son père, elle les avait accueillis toutes les deux dans sa maison chaleureuse et calme en banlieue, parce que c'était la bonne chose à faire. Elle croyait en la famille. « Quelle idiote j'ai été !» murmura-t-elle dans la voiture vide. La circulation passait en traînées de lumière. Elle essuya ses yeux, remit la voiture en marche et se dirigea non pas vers chez elle, mais vers un café à 3 pâtés de maison de sa rue. Elle avait besoin d'air. Elle avait besoin de preuves. Dans le fond du parking, Ella se gara sous un lampadaire vacillant et ouvrit son application bancaire. « Oh, mon épargne !» marmonna-t-elle, essayant de calmer sa respiration. Le chiffre lui coupa le souffle. Non, non, non. 25 000 $ manquaient, retirés la veille. Seules 3 personnes avaient accès, Ella, Marie et Bette. Ses doigts tremblaient alors qu'elle appelait la banque. « Gaison Banque, ici Nina. Comment puis-je vous aider ? » « Bonjour, je suis Ella Brox. Je dois vérifier les récentes activités sur mon compte d'épargne. Des fonds ont disparu. » Le ton de Nina s'adoucit. « Je regarde ça tout de suite. » Un instant. « Oui, mademoiselle Brox. Il y a eu un transfert hier à 14h15 depuis votre ordinateur à domicile avec le bon mot de passe. Aucun signalement d'anomalie. » Ella fixa la lueur terne du tableau de bord. « Pouvez-vous me montrer les 6 derniers mois ?» Des clics de clavier. Une longue pause. Nina revint, prudente et douce. « Il y a eu 10 retraits au cours des 6 derniers mois. Total, 210 000 $. » Le téléphone glissa dans la main d'Ella. 10 ans d'économie depuis ses 22 ans. « Merci », murmura-t-elle en mettant fin à l'appel. Le ciel dehors vira à l'orange, puis au rouge, d'une beauté qui la rendait furieuse. Comment le monde pouvait-il sembler normal alors que le sien venait de s'effondrer? Elle inspira, expira, compta jusqu'à 8, puis recommença. Elle ne rentrerait pas par la porte d'entrée. Elle n'annoncerait pas la guerre avant d'avoir des preuves. Elle se rendit dans sa rue, se gara 2 maisons plus loin, se glissa par la cour latérale et ouvrit doucement la fenêtre de sa chambre, qu'elle laissait toujours entr'ouverte pour l'air frais. Elle grimpa et écouta. La télévision résonnait en bas. Des rires flottaient par les conduits d'aération. Avant, cela la réconfortait. Maintenant, ça lui irritait la peau. Ella s'assit à son bureau et ouvrit son ordinateur portable. « Montre-moi », dit-elle à personne. L'historique du navigateur révélait des connexions répétées à sa banque depuis le profil utilisateur de Bette. Bien sûr. Elle ouvrit les relevés de cartes de crédit qu'elle n'avait presque pas regardés depuis des mois, se fiant au paiement automatique et à la routine. Les chiffres s'empilaient comme des briques. Sac à main, chaussures, bijoux, 70 000 $ de dépenses qu'elle n'avait pas faites. Bette, souffla-t-elle, engourdie. Elle pressa ses paumes sur ses yeux, se ressaisit et continua de creuser.
Si elle pouvait mentir sur l'argent, sur quoi d'autre pouvait-elle mentir? Son père, Henri. Marie avait appelé en pleurant il y a 3 ans. Accident de voiture, cercueil fermé, crémation rapide. La cérémonie avait été modeste. Ella avait tout payé. Pourquoi si modeste? Murmura-t-elle, une pensée froide s'insinuant. Elle la repoussa et se concentra. Il lui fallait plus que des historiques et des intuitions. Elle descendit le couloir sur la pointe des pieds, évitant les planches qui grinçaient. La porte de Marie était entr'ouverte. En bas, la télévision murmurait. Le public d'un jeu télévisé applaudissait. Ella se glissa dans la chambre de Marie, gardant la lampe de son téléphone basse, et fouilla. Tiroir du haut, crème et parfum qu'Ella avait acheté. Deuxième tiroir, vêtements, étiquette encore attachée. Tiroir du bas, pull et une boîte métallique verrouillée. Te voilà. Elle scanna la table de chevet, le plateau à bijoux. Rien. Puis elle regarda le cou de Marie. Une fine chaîne en argent. Quelque chose brillait près du fermoir. S'il vous plaît, murmura Ella. Elle manipula le fermoir avec des doigts tremblants. Marie remua. Ella se figea. Marie soupira et se rendormit. Ella libéra doucement la chaîne, et avec elle, une petite clé. La boîte s'ouvrit avec un clic. Des papiers, des relevés bancaires, mais pas pour des comptes qu'Ella reconnaissait. Des cartes de crédit à son nom, un prêt personnel, une ligne de crédit, totalisant 120 000 $. Tous ouverts avec une signature qui était la sienne, mais ne l'était pas. Vol d'identité, murmura Ella, prenant des photos nettes de chaque page. Elle remit les papiers exactement comme elle les avait trouvés, reverrouilla la boîte, et avec la patience d'un funambule, rattacha le collier autour du cou de Marie. De retour dans sa chambre, Ella envoya les photos par email à elle-même et les sauvegarda dans le cloud. Ce n'est qu'alors qu'elle laissa son corps trembler. Elle pleura sans bruit, les paumes sur la bouche. La maison, sa maison, bourdonnait du son des publicités, du carillon des alertes de textos de Marie, des rires de Beth. Est-ce qu'une seule de nos soirées était réelle? Demanda-t-elle à l'obscurité. Elle essuya son visage, ouvrit ses contacts et appela Mark Lane, l'avocat spécialisé en droit des consommateurs qu'elle avait trouvé la veille au soir, lorsque la première vague de panique l'avait submergée. Il répondit à la deuxième sonnerie. Mademoiselle Brox, c'est Ella. J'ai des preuves. Connexion bancaire depuis le profil de Beth, relevé de crédit, une boîte verrouillée avec de faux comptes à mon nom. J'ai tout photographié. La voix de Marc la stabilisa. Bien. C'est plus que du vol. C'est de la fraude d'identité et une conspiration. Ce soir, changez tous vos mots de passe. Gelez votre crédit auprès des 3 bureaux. Appelez vos banques et placez des alertes de fraude. Demain matin, nous déposons une plainte à la police. Ne les confrontez pas encore. Je ne le ferai pas, dit-elle, bien que chaque nerf de son corps criait de dévaler au salon et de crier. Marc ajouta, sécurisez des preuves en temps réel si vous le pouvez. Une caméra, une capture d'écran, tout ce qui montre des tentatives d'accès. Je m'en occupe. Elle raccrocha, changea tous ses mots de passe en chaînes de caractères absurdes stockés dans une application sécurisée, puis commanda 2 petites caméras Wi-Fi à récupérer dans un magasin d'électronique encore ouvert de l'autre côté de la ville. L'une déguisée en horloge de bureau, l'autre en cadre photo. Lorsqu'elle revint par la fenêtre plus tard, le public d'une sitcom au salon riait fort, comme si rien au monde ne pouvait être mal. Ella installa l'horloge caméra dans son bureau, posa le cadre sur son étagère, connecta les 2 à son téléphone et s'assit dans sa voiture au coin de la rue pour attendre. 1 heure plus tard, son téléphone vibra. Mouvement détecté, bureau. Ella ouvrit l'alerte. Le flux en direct montra Beth entrant dans la pièce et fermant la porte derrière elle. Beth jeta un coup d'œil dans le couloir, s'assit à l'ordinateur d'Ella et essaya un mot de passe. Puis un autre, mâchoire serrée. Elle sortit son téléphone et appela quelqu'un, lèvres bougeant vite, mains fendant l'air. Pas de son sur le flux, mais Ella n'en avait pas besoin. Beth essaya encore. Verrouillé. Elle fouilla les papiers sur le bureau, vérifia les tiroirs et partit avec un froncement de sourcils. Ella relâcha un souffle qu'elle n'avait pas remarqué retenir. Le lendemain matin, elle joua la comédie. Dans la cuisine, Marie versa du café. Bonjour,
ma chérie, chanta Marie. Beth faisait défiler son téléphone. Bonjour, Ella. Tu as l'air fatiguée. Nuit difficile? Ella sourit. Juste une longue semaine. Je pars tôt. Ce soir-là, on frappa à sa porte. Entre, dit-elle, arrangeant son visage. Beth s'appuya contre le chambranle, sourire doux en place. Et, je peux emprunter ton ordinateur? Le mien fait des siennes. Je dois vérifier mes emails. Ella hocha la tête, se leva et fit semblant de lutter avec son propre mot de passe. J'ai tout changé après une alerte de sécurité. Je n'arrive pas à m'y retrouver. Les yeux de Beth brillèrent d'agacement. Tu as changé tous tes mots de passe. Ouais, tous. Ella se connecta et tendit l'ordinateur. De quoi as-tu besoin? Beth hésita, puis recula. En fait, c'est bon. Je vais utiliser mon téléphone. Elle partit vite. Ella compta jusqu'à 30, se glissa jusqu'aux escaliers et écouta. En bas, des voix étouffées. Beth chuchota. Elle a tout changé. Je ne peux pas entrer. La réponse de Marie fut cinglante. Elle a dit pourquoi. Une histoire de violation de sécurité. Je pense qu'elle sait. Un long silence. Puis Marie, on accélère. Combien avons-nous maintenant? Environ 350 000 au total, dit Beth. Il y en a plus dans ces investissements. Presque 300 000 si on peut. Trop risqué maintenant, coupa Marie. On se prépare à partir. Le sang d'Ella se glaça. Avec son argent, avec des billets à ordre falsifiés. La voix de Marie baissa. Si elle se bat, on la bloque avec les documents de prêt. On l'embourbe en justice pendant des années. Ella s'éloigna des escaliers, le cœur battant, et envoya un texto à Marc. C'est pire. Ils prévoient de fuir et ils ont falsifié des documents de prêt. Que fais-je ce soir? Marc rappela dans les minutes suivantes. Déposez la plainte ce soir, dit-il. Mais d'abord, sécurisez les documents falsifiés si vous pouvez le faire en toute sécurité. Ella fixa l'escalier, le pouls dans la gorge. Ils ont mentionné des documents de prêt, au pluriel. Ils existent donc, répondit Marc. Photographiez-les. Ne les prenez pas encore. Nous voulons que la police les saisisse correctement. Ella attendit que les rires dans le couloir reprennent, puis se glissa dans la chambre de Marie. La boîte verrouillée avait disparu. Il l'avait déplacée. Elle respira. Le parfum de Marie flottait dans l'air. Le tiroir du bas était plus léger qu'avant. Ella scanna les plaintes, le placard, sous le lit. Rien. Bête, murmura-t-elle et regarda vers le couloir à l'étage. La porte de Bête était au bout, généralement verrouillée. Elle testa. Clic. Verrouillé. Elle retourna dans sa chambre, réfléchissant vite. Elle avait copié la forme de la clé plus tôt avec une photo lorsqu'elle avait rendu le collier. Une quincaillerie avait taillé une petite copie cet après-midi-là. Elle sortit la copie d'une enveloppe scotchée dans un livre. S'il vous plaît, fonctionne. De retour dans le couloir, elle écouta. Bruit de vaisselle à la télévision, le léger bourdonnement du lave-vaisselle. Elle glissa la copie dans la serrure de Bête. Un léger tour. À l'intérieur, des vêtements débordaient d'une chaise. Des traces de maquillage scintillaient sur la commode. Un panier à linge cachait le sol. Ella s'agenouilla près du placard, tendit la main derrière des chaussures empilées et sentit du métal. La boîte verrouillée. Elle utilisa la clé du collier, ouvrit le couvercle et trouva exactement ce qu'elle craignait. 3 billets à ordre bien rangés avec sa signature falsifiée. 50 000 $, 75 000 $, 30 000 $, plus 2 billets d'avion pour Miami dans 3 jours sous de faux noms. Je vous tiens, murmura-t-elle, photographiant chaque page, les billets, l'enveloppe, le placard lui-même. Une portière de voiture claqua dehors. Ella se figea. Ils sont rentrés tôt. Elle remit les papiers en place, reverrouilla la boîte, la glissa à sa place et referma doucement la porte juste au moment où la porte d'entrée s'ouvrait en bas. Ella, appela Marie d'un ton doux. Déjà à la maison? Ella força sa voix à rester calme. Je me repose. Des pas montèrent les escaliers. Beth marcha directement vers sa chambre,
main sur la poignée. La porte s'ouvrit, déverrouillée. L'estomac d'Ella se noua. Beth entra, scanna la pièce avec l'attention d'un faucon. Un instant, puis des tiroirs s'ouvrirent, se fermèrent. Silence. Ella se retira dans sa chambre et s'assit au bord du lit, faisant semblant de défiler sur son téléphone. Un coup à la porte. « Entre », dit-elle. Marie et Beth entrèrent ensemble, visage paré de masques d'inquiétude. Marie croisa les mains. « Ma chérie, tu es différente. Changement de mot de passe. Appel pour dire que tu es malade. Étais-tu dans la chambre de Beth ? » Non, dit Ella, stable. Beth sortit un papier plié de sa poche et le tint comme un atout. Tu nous as emprunté de l'argent. Tu te souviens, tu étais dépassé. Tu as signé ça. Ella y jeta un coup d'œil. Sa signature, bien imitée, mais fausse. La boucle d'yeux trop haute. Le B de Brox incliné à l'envers. Ce n'est pas la mienne. Les yeux de Beth s'embuèrent de larmes prêtes. Tu as besoin d'aide, Ella. Marie se dirigea vers la porte. Nous sommes inquiètes que tu puisses te faire du mal ou nous faire du mal. Ella sentit la boîte de colère et de peur dans sa poitrine, mais garda une voix douce. Bouge, s'il te plaît. Marie ne bougea pas. Beth leva son téléphone. J'appelle le 911. Bien, dit Ella, surprise par le calme dans sa voix. Demande les officiers Davis ou Thompson, et dis-leur que j'ai des preuves. Elle ouvrit son ordinateur portable et afficha le dossier cloud qu'elle avait nommé « Preuves ». Capture d'écran bancaire, photo de la boîte verrouillée, billets pour Miami, et une vignette de la caméra en direct figée sur Beth à son bureau. L'expression de Marie vacilla. « Qu'est-ce que c'est ?» La vérité, dit Ella et envoya un texto à Marc. « J'appelle la police maintenant. » Preuve prête. 15 minutes plus tard, 2 officiers se tenaient dans l'embrasure de la porte. Davis, au regard bienveillant et stable, et Thompson, plus jeune, sceptique par formation. La performance de Marie commença immédiatement, voix larmoyante, main tremblante. « Officier, merci d'être venu. Notre fille est instable. Elle jette des choses, crie. » Elle pointa le téléphone d'Ella, écran fissuré plus tôt. Elle l'a cassé. Beth glissa une mèche de cheveux derrière son oreille. Elle nous fait peur. L'officier Davis se tourna vers Ella. « Madame, pouvez-vous nous expliquer votre version ?» Ella respira, puis se dirigea vers le bureau. « Monsieur, ma mère et ma sœur m'ont volé plus de 350 000 $ en 6 mois. Elles ont ouvert des lignes de crédit à mon nom. Elles prévoient de fuir dans 3 jours. J'ai des documents. » Elle ouvrit le dossier de preuves. Les photos des documents de la boîte verrouillée remplirent l'écran. Le clip de la caméra montrait Beth entrant dans le bureau et tentant une connexion. Les relevés bancaires reflétaient des retraits depuis l'IP domestique. Thompson se pencha plus près. « Pouvons-nous voir une pièce d'identité avec votre véritable signature ? Passeport, permis, documents professionnels. » Classeur en bas, dit Ella. L'officier Davis fit un geste. Thompson les récupéra pendant qu'Ella racontait les dates et montants avec une précision calme. Il revint, et Davis compara les boucles et inclinaisons. « Nous aurons besoin d'un expert en documents, mais je vois des différences. » Marie tenta encore, plus fort. « Officier, elle imagine des attaques. Nous avons des billets à ordre. » Elle les tendit. Davis les rangea dans une pochette à preuve sans commentaire. Il se tourna vers Ella. « Madame, je recommande de déposer un rapport complet ce soir. Nous enregistrerons également cette résidence comme une potentielle scène de crime et saisirons les documents pertinents si un détective l'autorise. » Le soulagement se mêla à l'adrénaline. « Oui, je viens maintenant. » Le ton de Marie s'aiguisa, son masque glissant. « C'est ridicule. Nous sommes une famille. » La posture de Thompson changea, moins sceptique désormais. « Madame, restez disponible. Vous êtes des personnes d'intérêt dans une enquête sur des crimes financiers. Ne quittez pas la ville. » Les yeux de Beth brillèrent. « Nous n'avons rien fait. » Elle ferma son ordinateur portable et prit son sac. « Allons-y, dit-elle aux officiers, la voix assez stable pour la surprendre.
Au poste, Ella s'assit avec la détective Sarah Rhodes, qui écouta, puis posa des questions précises et incisives. Chronologie depuis le premier retrait suspect, accès antérieur à vos appareils, historique de partage de mots de passe. Qui savait que votre prime était arrivée la semaine dernière? Ella répondit à tout, exposant l'appel qu'elle avait entendu, les confirmations bancaires, les alertes de caméra, la boîte verrouillée, les billets. Rhodes hocha la tête. Vous avez bien fait de sécuriser les documents en premier. Nous demanderons un mandat pour la maison et les appareils des 2 suspects ce soir. Changez les serrures, notifiez à nouveau les équipes antifraude de votre banque avec ce numéro de dossier et initiez des gels de crédit avec tous les bureaux si ce n'est pas déjà fait. C'est fait, dit Ella. L'officier Davis la ramena chez elle vers minuit. La lumière du Porsche brillait depuis l'allée. Quelque chose clochait, l'air trop immobile, lourd. Ella fronça les sourcils. Ma porte. Elle était à moitié ouverte. Davis s'avança, main près de son holster. Restez derrière moi. Ils franchirent le seuil dans le chaos. Coussins éventrés, tiroirs vidés, boîte à bijoux vide, télévision disparue. Une porte de placard pendait sur une charnière. Ils ont fui, dit Ella, la voix creuse. Davis appela par radio et commença une inspection. La chambre de Marie, vidée. La chambre de Beth, placard nu, flacon de voyage disparu. La boîte verrouillée, partie aussi. Je suis désolé, dit Davis doucement. Nous aurions dû les retenir en attendant la décision du détective. Ella se frotta la mâchoire. Vous avez suivi la procédure. Ils avaient prévu ça. Dans l'heure, des photos de la scène de crime furent prises. Un avis de recherche lancé, et Rhodes arriva, vive et précise. Nous vérifierons les aéroports et les gares routières, chercherons des traces de la voiture de Beth. Ella s'affala sur la seule chaise intacte. Ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient emporter. Nous les poursuivrons, dit Rhodes. En attendant, documentez les pertes pour l'assurance. Ella changea les serrures au lever du soleil. Ella fixa l'espace où se trouvait sa télévision. Au lever du soleil, dit-elle, et elle le pensait. À midi le lendemain, de nouveaux verrous cliquetaient en place. Ella transmit le numéro de dossier à l'équipe antifraude de sa banque, joignit les ensembles de photos et contesta chaque charge frauduleuse. Marc organisa une conférence téléphonique avec elle et un enquêteur des bureaux de crédit. Rhodes se joignit plus tard. Nous avons retrouvé la Civic bleue de Beth à l'aéroport, dit la détective. Les images de sécurité montrent 2 femmes montant à bord d'un vol pour Miami sous des alias. Nous coordonnons avec la TSA et demandons le manifeste du vol de correspondance. Marc ajouta, tenez bon, Ella. Pas de contact direct avec elle. Tout passe par moi ou la détective Rhodes. Ce soir-là, Ella rentra dans une maison qui semblait un écho. Elle posa une télévision de près bon marché sur le meuble, prépara du thé et regarda à nouveau les flux de la caméra d'horloge de la nuit précédente, les preuves qu'il avait gardées saines d'esprit. Un coup à la porte la fit sursauter. Elle vérifia le Judas. Les voisins, M et Madame Allen, se tenaient inquiets sur le porche. Elle ouvrit la porte. Madame Allen la serra dans ses bras. Nous avons entendu. Est-ce que tu vas bien? Pas encore, dit Ella honnêtement, mais ça viendra. Après leur départ, son téléphone vibra avec un numéro inconnu. Elle faillit l'ignorer, puis répondit. Une voix de femme stable. Mademoiselle Brox, je suis Lorraine Parker. Je crois que votre mère et votre sœur ont escroqué ma famille il y a 10 ans. J'ai vu un article local sur un rapport de police correspondant à leur mode opératoire. Si j'ai raison, je sais comment elles opèrent et je pense pouvoir vous aider à les retrouver. Ella s'agrippa au comptoir. Comment savez-vous que c'est elle? Parce que j'ai encore leur visage sur papier, dit Lorraine. Et je n'ai jamais oublié. Ella jeta un œil au dossier nommé « Preuve » et en ouvrit un nouveau à côté, appelé « Piste ». D'accord, Lorraine, dit-elle, la voix stable. Racontez-moi tout. Lorraine se répandit en détail comme si elle racontait une autre vie. Elle rencontra Ella le lendemain dans un café de l'autre côté de la ville, dans un coin tranquille où la vapeur sifflait de la machine à expresso. Elles sont restées avec ma famille pendant 2 ans, dit Lorraine, glissant un dossier sur la table.
Votre mère s'appelait Marie Turner à l'époque. Elle disait que son mari était mort et qu'elles avaient tout perdu. Mes parents les ont hébergées. Elles ont vidé nos comptes et ont disparu. Ella ouvrit le dossier. Des photos plus jeunes de Marie et Beth, souriantes. Inoffensives, familières. C'était il y a 10 ans, murmura-t-elle. Lorraine hocha la tête. Et il y a plus. J'ai enquêté après leur disparition. Un détective privé a découvert qu'elles avaient fait ça à au moins 8 autres familles. Elle hésita. Ella, je suis désolée, mais votre père, il n'est pas mort il y a 3 ans. Il est mort il y a 10 ans. J'étais à son vrai enterrement. Le monde vacilla. Non, j'ai organisé son enterrement moi-même, dit Ella faiblement. L'expression de Lorraine était empreinte de compassion, de tristesse. Ils l'ont falsifié, Ella. Ils ont forgé des documents et t'ont fait y croire. Ta mère a touché l'assurance vie, puis a recommencé avec une nouvelle histoire. Ella fixa son café, son reflet tremblant. Donc, tout ça, chaque sourire, chaque larme, c'était de la comédie. Lorraine tendit la main à travers la table. Oui, mais ça s'arrête maintenant. Je sais où elles sont. Elles sont dans une petite ville appelée San Miguel, à 3 heures d'ici. Je les ai suivies. Ella serra la mâchoire. Alors, on y met fin ensemble. Cet après-midi-là, Ella était assise dans la voiture de la détective Rhodes, le vent aplatissant ses cheveux alors que le convoi filait vers San Miguel. Restez derrière nous, dit la détective. Vous les identifierez après les arrestations. Lorsqu'ils atteignirent l'immeuble délabré, les paumes d'Ella étaient moites de sueur. Rhodes frappa. Police, ouvrez. Silence. Puis un bruit de pas à l'intérieur. La porte s'entr'ouvrit. Le visage de Marie apparut, yeux écarquillés, le teint blême. Ella, Alta-TL. Elle tenta de claquer la porte, mais l'officier Davis la força à s'ouvrir. Beth cria depuis le canapé et se précipita vers la porte arrière. Les officiers l'attrapèrent avant qu'elle ne fasse 2 pas. Marie trébucha en avant, pleurant. Ella, s'il te plaît, tu ne comprends pas. Ella entra, sa voix tremblante mais froide. Explique quoi, maman? Comment tu as simulé la mort de papa? Comment tu as volé mes économies? Le masque de Marie tomba, sa voix devenant tranchante. Tu vas le regretter. Tu ne peux rien prouver. La détective Rhodes l'interrompit. Nous avons déjà des relevés financiers, des signatures falsifiées, des images de surveillance, 8 témoignages de témoins et des victimes à travers le pays. Vous êtes toutes les deux en état d'arrestation pour fraude, vol d'identité et conspiration. Beth se débattit contre les menottes, criant « Si elle avait continué à payer, rien de tout ça ne serait arrivé. » Ella fixa sa sœur, autrefois sa meilleure amie, désormais une étrangère. Vous avez volé tout ce que j'avais, et vous pensez encore être les victimes. Les derniers mots de Marie résonnèrent alors qu'on l'emmenait. Je suis ta mère. Tu ne peux pas faire ça. Ella croisa son regard une dernière fois. Tu as cessé d'être ma mère le jour où tu as décidé que ma gentillesse était un compte bancaire. Le procès dura 3 mois. Les preuves étaient accablantes. Journaux bancaires, images de caméras, documents falsifiés, témoignages d'autres familles. Le jury ne délibéra que 4 heures. Coupable de tous les chefs d'accusation. Marie écopa de 15 ans. Beth, 12. Ella était assise dans la salle d'audience, les mains tremblantes, ressentant un mélange de soulagement et de chagrin. Lorsqu'elle prit la parole, elle déclara au tribunal, « Elles ont volé plus que de l'argent. Elles ont volé la confiance. Mais je la reprends. » À l'extérieur du tribunal, les journalistes l'assaillirent. Elle ne donna qu'une déclaration. Si quelque chose semble anormal, enquêtez. Même la famille peut mentir. Les mois passèrent. Ella repeignit sa maison, remplaça les meubles volés pièce par pièce. Elle retrouva Lorraine pour un café tous les samedis, les 2 femmes guérissant à travers des histoires partagées. Un matin, Ella visita la véritable tombe de son père pour la première fois. Elle déposa des lys blancs sur la pierre tombale et murmura « Je connais la vérité maintenant, papa, et je vais bien. » La brise agita les feuilles, comme un soupir de paix. Elle sentit une force tranquille s'installer en elle. Ce soir-là, dans son salon reconstruit,
les murs jaunes doux brillant sous la lumière de la lampe, elle écrivit dans son journal. « Je me pardonne d'avoir fait confiance. La gentillesse n'est pas une faiblesse. La famille n'est pas le sang, c'est l'amour qui ne vole pas. » Elle ferma le carnet et sourit légèrement. Pour la première fois depuis des années, Ella n'était ni en colère ni effrayée. Elle était libre. Leçon morale. La famille n'est pas définie par le sang, mais par la loyauté et l'intégrité. Protégez votre cœur et votre travail acharné, car l'amour bâti sur la tromperie n'est pas de l'amour. Faites confiance avec prudence, agissez avec sagesse et ne vous sentez jamais coupable de choisir la paix plutôt que la douleur.